Amis internautes de Seneweb, merci de continuer à nous suivre depuis le Mali. Nous sommes à Bamako où nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un homme politique de renommée véritablement nationale, M. Soumaïla Cissé, ancien président de la commission de l'UMOA, président de l'URD, candidat aux récentes élections présidentielles du Mali. Monsieur le Président Soumaïla Cissé, merci de nous recevoir chez vous et de nous accorder cet entretien-là. Bien, merci beaucoup de l'intérêt que vous portez au Mali et à ma personne. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous vos internautes, féliciter Seneweb pour son audience, un site qui apporte beaucoup à l'information de tous les Africains, en particulier des francophones. Je profite pour vous souhaiter encore bon vent et bonne chance pour la suite et beaucoup de succès, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que les élections au Mali se sont malheureusement très mal passées. Vous savez, après le premier tour, il y avait au moins 18 candidats sur les 24 qui ont dénoncé les fraudes, qui ont dénoncé les dysfonctionnements, qui ont dénoncé la mauvaise organisation des élections. Et la plupart de ces candidats souhaitaient un boycott du deuxième tour. J'ai voulu sauver les meubles en allant au deuxième tour parce que je pensais que la démocratie malienne ne doit pas rester en panne et que certains devaient se sacrifier d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai pensé très sincèrement, et je me suis trompé, que les organisateurs des élections allaient en profiter pour corriger les dysfonctionnements graves que nous avons vus. Malheureusement, la fraude a continué, les bourrailles des urnes ont continué. Nous en avons des preuves que nous avons montrées à la communauté internationale, que nous avons montrées à l'ensemble des journalistes. Et il s'est passé des choses inexplicables en démocratie. Nous n'avons pas reconnu les résultats des élections, nous n'avons pas reconnu le président qui a été investi par notre Cour constitutionnelle, qui n'est pas sans faute dans cela. Et parce que ce que nous souhaitons, avant tout, c'est que notre président ne soit pas élu par la triche, qu'un président soit bien élu, parce que ça va pour l'honneur de l'ensemble des Maliens. Et pour la crédibilité de notre pays, il faut que nos institutions soient des institutions irréprochables. Nous souhaitons que de même, nos députés soient bien élus, que nos maires soient bien élus. Cela va de la consolidation de la démocratie, cela va de l'avancée des réformes dans notre pays. Vous savez, nous en inquiétons tellement qu'après 2013, nous savons qu'il y a énormément eu de dysfonctionnements. Le Mali était dans une crise très profonde et j'ai pris sur moi à l'époque d'aller voir l'autre candidat qui se trouve être le président actuel pour reconnaître les résultats, le féliciter avec ma famille en espérant que la situation va se calmer. La situation s'est calmée. J'ai animé cette opposition pendant 5 ans sans violence, de façon pacifique et de façon responsable. Mais en même temps, j'ai poussé à des réformes. Nous avons fait énormément de réformes que nous avons demandées. Nous avons fait du dialogue quelque chose d'important. Malheureusement, nous n'avons pas toujours été suivis. Je suis allé jusqu'à écrire au président du Conseil de sécurité pour demander à ce que les élections de 2018 soient des élections quelque part encadrées ou en tout cas certifiées pour éviter justement des crises post-électorales. Je crois que si les élections s'étaient bien passées, il n'y a pas de leçons à me donner. Personne n'a de leçons à me donner au Mali sur ça. Ce que j'ai fait, c'était une première mondiale. Je ne dis pas africaine, je dis mondiale. Qu'un candidat, au second tour, prenne sa femme et ses enfants, aille chez l'autre candidat et reconnaître les résultats avant même la proclamation officielle. Cela va d'un esprit ouvert, un esprit d'ouverture, de dialogue, d'un sens de responsabilité. Donc de ce côté, je n'ai honte de personne pour cela. Mais Soumaïla sait qu'il y a eu des votes. Soumaïla sait les entretiens particuliers que j'ai eu avec lui pour lui dire attention, ne sois pas complice de la fraude. Si vous êtes complice de la fraude, vous allez le payer. Vous savez, quand un président dit qu'il a gagné avec 70%, il n'y aurait pas dû y avoir de problème. Parce que ça veut dire que la majorité est très loin. Pourquoi il y a encore crise? Pourquoi les gens sont sortis au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à New York, partout? Vous savez, je vais vous dire une chose, puisque les Sénégalais vont vous écouter. Depuis la rupture de la Fédération du Mali, en 60, quand le président Modibo était arrêté à Dakar, les Maliens sont sortis de tous les villages en disant nous allons aller au Sénégal pour libérer notre président. Depuis lors, il n'y a jamais eu autant de monde dehors pour dire non à la fraude.
Les Maliens sont sortis par milliers, partout, et dans tous les pays, et dans toutes les régions, pas qu'à Bamako. Et cela dure encore. Nous ne reconnaissons pas les élections, nous demandons que les résultats soient invalidés. Nous demandons à ce que la vérité des urnes soit rétablie. Il y a une autre position, ils ont certainement leur position. Nous avons pris, nous avons accepté l'intervention du président Bouhari, qui est venu, qui a envoyé une délégation ici, qui a essayé, qui a rencontré tout le monde. Et tout le monde a reconnu, y compris le camp du président, y compris le Premier ministre lui-même, puisque les rapports l'attestent, qu'il y a des dysfonctionnements graves, que les élections ne se sont pas bien passées. Et qu'est-ce que cette délégation a recommandé? Eh bien, que nous essayions, que nous en parlions, et qu'aucune autre élection ne doit se faire si le climat de confiance n'est pas restauré. J'ai écrit au président Bouhari pour dire que j'accepte sa médiation et son leadership. Nous attendons là. Nous ne pouvons pas faire plus que ça. Nous sommes deux. Il faut que l'autre partie dise aussi ce qu'elle veut pour qu'on puisse avancer. Il y a un élu de la nation, le député Doumbia, élu à Nyono, qui avait son macaron de député, qui a été tabassé, qui a une côte cassée, qui a une lèvre déchirée, qui était couvert de sang, qui a été battu par plus de 100 personnes. Ils l'ont laissé pour mort. Il a entendu ce qu'ils ont dit. Si c'est ça, que ce feutré, je ne lui souhaite pas d'être à la place du député, parce qu'il n'aurait pas parlé comme ça. Votre manifestation? Notre manifestation, autorisée. Mais on n'a pas besoin d'autorisation. Le Premier ministre le sait. Il a marché ici plusieurs fois. Nous étions tenus à une déclaration. Nous avons fait une déclaration, nous avons informé le gouverneur. Qu'est-ce que le gouverneur nous a répondu? Qu'il y a l'instabilité au Mali et qu'il y a l'insécurité à Bamako. On lui a répondu, aujourd'hui, dans tous les Mali, le gouvernement a initié des conférences pour le découpage territorial. Mais ce n'était pas interdit. Demain, il y aura le Mawlud, il y aura des rassemblements dans tous les pays. Mais je suis curieux de savoir si d'ici là, l'instabilité a disparu et que la sécurité est revenue au Mali. C'est de la mauvaise foi. Pendant 5 ans, nous avons marché ici. Il y a des fois, on a sorti 500 000 personnes, 1 million de personnes ici. Il n'y a pas eu de violence. Notre dernière sortie, il n'y a pas eu de violence. Non, la classe politique, quand vous avez 200 partis, au Sénégal, il y en a peut-être 300. C'est que déjà, les gens sont divisés. Je crois que la division part du principe même qu'il y a plusieurs partis. S'il n'y avait que 2 partis, 3 partis, on a dit que les gens étaient rassemblés. Les élections présidentielles, c'est un moment. Aujourd'hui, la plupart des candidats dont vous avez parlé sont avec moi. Aujourd'hui, ce matin, on a tenu une réunion. Parmi ceux qui ont été gazés hier, il y a des candidats qui ont même supporté le président actuel au 2e tour. Je peux parler de Ousseini Guindo. Il l'a supporté au 2e tour. Il y en a qui ont affiché une neutralité au 2e tour. Aujourd'hui, ils étaient avec nous. Et hier, ils étaient avec nous dans la marche. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont compris à un moment donné qu'ils se sont trompés ou ils ont pris une voie qui n'est pas une voie de progrès, une voie de réussite. Aujourd'hui, nous nous rassemblons. Il y a 2 grandes coalitions. Il y a une qui s'appelle le Front pour la sauvegarde de la démocratie, que j'ai eu l'honneur de diriger, et une autre qui s'appelle la coalition des forces patriotiques. Nous nous trouvons et nous avons organisé cette marche ensemble. Aujourd'hui, les opposants sont ensemble parce que le régime actuel va à la dérive. Il y a une violation grave des libertés démocratiques. Ne serait-ce que sur ça, on est d'accord aujourd'hui. Ce qui a été obtenu en 1991 par la lutte, par le sang de martyrs, est en train d'être remis en cause. Par ceux-là même qui en ont profité. Le Premier ministre le sait, il était en première ligne avec nous pour cette lutte-là. Aujourd'hui, on est en train de tout remettre en cause. Mais un pays où il n'y a pas de dialogue, un pays où chaque chose est réprimée, un pays où on n'a plus le droit de dire des choses telles qu'on n'est pas du côté du gouvernement, un pays où même les opérateurs économiques sont instrumentalisés. Il faut être du côté du gouvernement pour avoir un marché. Il faut être du côté du gouvernement pour avoir un poste dans l'administration. Sinon, on vous relève. Mais où va le Mali? C'est ce que nous avons demandé. Bien sûr, nous demandons un maximum. Mais aujourd'hui, il est évident qu'il faut accepter de faire des réformes. Des réformes sur le plan institutionnel. Des réformes sur ce découpage qui n'en est pas un, qui est un découpage tribal. Des réformes sur le système électoral. Instaurer un vrai dialogue dans ce pays.
pour que ça puisse fonctionner. On ne peut pas travailler où un seul côté demande le dialogue, l'autre considère que tout va bien. Mais si tout allait bien, il n'y aurait pas eu de crise institutionnelle comme aujourd'hui, après post-électorale. Il n'y aurait pas eu de crise sécuritaire comme il y en a encore aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu toutes ces crises qui sont là, les crises financières qui sont là, des crises intercommunautaires dans notre pays. Est-ce que vous comprenez, vous, par tendre la main? On tend la main en français, on insulte en bambara, on tend la main par derrière et vous êtes devant. Mais j'attends de voir qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il offre. Je tends la main, je prends la main et on fait quoi? Rien. Tous ceux qui lui ont pris la main n'ont qu'à demander ce qu'il a été fait. Mais rien. Ceux qui l'ont soutenu, rien. Même pas un dialogue, même pas une audience. Mais c'est à lui de prendre des initiatives. C'est à lui de dire, je tends la main, je souhaite qu'on fasse ça ensemble, je souhaite que vous fassiez ça. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il tend la main, je dis, je prends la main et puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça. La crise est profonde, il faut en discuter. Il faut en discuter. Si on n'en discute pas, on n'en sortira pas. Ce n'est pas en restant sur son piédestal, croyant qu'on sait tout, qu'on connaît tout, qu'on a tout le pouvoir et qu'on fait ce qu'on veut. Non. Le peuple malien a démontré par toutes les marches depuis 2 mois et demi qu'il est convaincu qu'il y a eu fraude, qu'il est convaincu que Ibeka n'a pas gagné les élections. Nous en sommes tous convaincus. Et je ne vous cache pas des choses. J'ai eu des chancelleries, je ne vais pas dire leur nom, des représentants des organisations internationales, je ne vais pas dire leur nom, qui sont venus me voir ici chez moi pour me dire, ouf, grâce à notre intervention, le président ne s'est pas déclaré élu au premier tour avec 53%. Mais ça prouve déjà que la tricherie était là. Ça prouve déjà qu'au-delà des élections, il y avait un agenda préétabli. Ces gens, j'ai aucune raison de douter d'eux. Ce ne sont pas des Maliens. Il y en a même qui ont des postes d'ambassadeurs. Il y en a qui représentent des organisations internationales respectées. Je me dois, par respect pour eux, par discrétion, de ne pas dire ni l'organisation, ni le nom. J'ai toutes ces preuves. J'ai fait un documentaire qui est là, un document qui est là, qui prouve en X points les tricheries, les vols, les manigances. Est-ce que nos démocraties en Afrique doivent se complaire de situations d'à peu près, pourvu qu'il y ait un président, il est reconnu, et puis le point, etc. Mais quand un président est élu, qu'il est reconnu d'avoir un enthousiasme dans le pays, pour regarder ce qui se passe sur le terrain. Il y a une économie qui est à tonnes aujourd'hui. Vous avez, tout le monde crie. Comme on dit au Sénégal, l'argent ne circule plus. Parce que les conditions sont difficiles. La dette intérieure est devenue énorme. Donc les entreprises ne sont pas payées. Quand les entreprises ne sont pas payées, évidemment, ça se répercute sur les salariés. Et quand les salariés ne sont pas payés, ça se répercute sur la consommation. Et aujourd'hui, les denrées sont rares, le pouvoir d'achat a baissé, et l'économie ne montre aucun investissement en particulier. Il n'y a plus d'investissement direct étranger en Mali. Il n'y a plus d'investisseurs qui se bousculent au port du Mali. Il n'y a que de la richesse supposée. La richesse, c'est celle qui sort, qui sert, qui est vendue, qui fait des transactions. Au-delà de ça, ça reste potentiel. C'est comme on dit, l'Afrique est riche. Non, je crois que... Non, d'abord, il faut d'abord un climat social apaisé. Il faut une bonne gouvernance. Il faut lutter de façon résolue contre la corruption qui est en train d'être endémique dans notre pays. Il faut ramener des fondamentaux qui sont là. En particulier, il faut payer la dette intérieure. Donc, il faut mobiliser plus de ressources. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où on anticipe les recettes. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de prendre les impôts de 2019, de 2020. C'est une fuite en avant qui marque une extrême mauvaise gestion. Parce qu'un jour, il faut bien s'arrêter. Parce que revenir à la réalité des chiffres. Forcément, il y aura une crise avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale dans ce cadre-là. Je crois qu'il faut revenir un peu sur tout ça. Aujourd'hui, il faut remobiliser les énergies. Il faut revenir à un dialogue politique apaisé. Il faut recréer de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'économie. Et c'est cette confiance-là qui n'existe pas aujourd'hui entre les acteurs. Même les opérateurs économiques. Aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs économiques maliens vont ailleurs. Ils vont faire leurs affaires ailleurs. Ils ont peur d'investir ici parce qu'ici, aujourd'hui, pour avoir un marché, il faut être de l'autre camp, du camp présidentiel.
pour être choisi même après un appel d'offres, il faut avoir négocié un bon bakshish pour être retenu. Et je crois que c'est tout ça qui fait que les vrais et les bons, où ils se méfient, où ils s'en vont. Tout ça, forcément, ça joue sur l'économie. On commence à avoir des retards de paiement des pensions et peut-être demain des retards de paiement sur les salaires. Vous savez, on a même eu des choses inédites où à la présidence, le secrétaire général de la présidence fait une note à ses cadres pour dire on n'a plus de carburant à vous donner. Attendez, peut-être en janvier ou en février. Quand on en arrive là, ça veut dire qu'on est allé au plus bas. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. D'abord, il faut une sincérité de tous les acteurs. Les mouvements armés avec lesquels les accords sont signés, le gouvernement qui a signé. Il faut d'abord que chacun joue correctement son rôle. La deuxième chose, ça manque d'inclusivité. Vous savez, même les accords n'ont pas été discutés, ni en Conseil des ministres, ni en Assemblée nationale, a fortiori avec l'opposition ou les autres. C'est des notoriétés publiques. Il faut que les forces maliennes, les forces vives, comme on dit, puissent se retrouver et discuter de tout ça. Vous avez vu comment la situation s'est dégradée dans le centre du Mali, où on a des bagarres, même des rixes importants, intercommunautaires. Ça va au-delà de ça, puisqu'il y a des assassinats, il y a des tueries. Nous avons demandé, en tant qu'opposition, Monsieur le Président, organisons, recevez-nous tout simplement qu'on en discute. On ne vous demande pas de nous suivre, mais écoutez-nous. On attend depuis mars. Depuis combien de temps vous n'avez pas entendu le président du Mali parler de la situation du Mali? Ça fait des années. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut se parler. Il faut accepter d'ouvrir ça. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Il y a plus de 750 écoles fermées au Mali. Il y a plus de 2 millions d'enfants maliens qui ne vont pas à l'école. Les 2/3 du pays, l'administration ne peut pas mettre les pieds pour aller à Kidal. Mais il faut l'autorisation des mouvements armés, y compris pour le président, y compris pour le premier ministre, y compris pour nous. C'est les 2/3 du pays. Quand il y a eu les élections, il n'y avait personne de l'administration. Ils ont voté comme ils peuvent, ils ont ramené les résultats comme ils peuvent. Je pourrais vous montrer des vidéos pour montrer comment les gens votent là-bas. Aujourd'hui, il y a une initiative à prendre, et l'initiative ne doit être prise que par le président. Celui qui s'est dit président, nous n'avons pas reconnu, mais c'est à lui de trouver les voies et moyens pour qu'on sorte de la crise. Mais j'ai le sentiment qu'il considère qu'il n'y a pas de crise, que tout va bien au pays Mali, et que bon, la vie continue. Mais la réalité, elle est là. Il y a un malaise profond. Les jeunes sont désemparés, ils n'ont pas de travail. Leurs écoles n'ont plus aucun niveau. Et les plus petits ne vont même pas. Écoutez, quand le président Ibeka venait au pouvoir en 2013, le drapeau malien flottait à Kidal. Aujourd'hui, le drapeau malien ne flotte même pas dans le centre du pays. On a perdu les 2/3 du pays pendant son règne. Il n'y avait pas de rixes intercommunautaires, ni à Mopti, ni à Koro, ni à Douanza, ni à Tenenkou. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a eu de progrès. Au contraire, nous avons reculé. Nous avons reculé. Les derniers attentats, c'est à Djabali, c'est tout près d'ici. C'est où? Banamba, c'est à 150 km de Bamako. Les écoles sont fermées par les djihadistes. C'est tout près de Bamako. Les gens croient que c'est loin. Ce n'est pas que le nord, c'est tout près. Banamba, c'est tout près d'ici. C'est tout près d'ici. Donc ça veut dire que l'insécurité est un peu partout. La malgouvernance est partout. Les collègues de la CEDEAO sont disponibles. Vous avez vu le G5 Sahel qui est là, qui a du mal quand même à se mettre en place, où la direction qui était à Sévaré sur la ligne de front est revenue à Bamako. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il est à Bamako aujourd'hui. N'arrive pas à boucler les financements pour pouvoir travailler. Mais je crois que l'ensemble de la CEDEAO est préoccupé par la situation sécuritaire du Mali. Parce qu'en plus du Mali, mais ça va sur le Burkina, ça va sur le Niger, c'est même allé jusqu'en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez de l'attentat de Grand Bassam. Donc aujourd'hui, c'est comme un virus qui est en train de, une gangrène qui est en train de partir un peu partout, cancer, un vrai cancer. Donc ça veut dire que tout le monde est préoccupé. Tout le monde est préoccupé. Et les Maliens, et les Burkinabés, et tous ceux de la sous-région sahélienne doivent s'en préoccuper, y compris le Sénégal. Et le Sénégal est certainement le pays qui a le plus de soldats dans l'aménagement. Donc il faut s'en féliciter. Ça veut dire que le Sénégal a pris ça très très au sérieux et est disponible pour ça. Maintenant, aux autorités maliennes d'ouvrir le chemin
pour qu'ils puissent intervenir un peu plus et qu'ils puissent discuter avec tout le monde, qu'ils puissent poser les problèmes là où il faut pour qu'il y ait des solutions. Personne n'a intérêt à ce que le Mali s'effondre. Forcément, ça va toucher les autres pays. Alors moi, je veux dire, un peuple sénégalais, un peuple que j'aime beaucoup. C'est au Sénégal que j'ai rencontré ma femme, donc c'est un bon souvenir. J'ai fait mes études là-bas. Donc, c'est un pays qui est le mien, quelque part. Je connais pratiquement tous les responsables politiques sénégalais, quelle que soit l'opposition en majorité, et j'ai de très bonnes relations avec tous. Donc, le Sénégal, c'est un exemple. Et c'est un peuple accueillant, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Je n'ai aucun problème au Sénégal, je me sens chez moi au Sénégal. Et les Sénégalais me le rendent bien. Et les Maliens qui sont au Sénégal aussi me le rendent bien. J'ai toujours gagné au Sénégal. J'espère que je vais continuer à gagner au Sénégal. Et ceci dit, la situation du Mali est difficile, mais n'est pas désespérée. Je suis sûr que, quel que soit le pays, il y a des périodes difficiles. Mais si on a la volonté, si on s'engage résolument à trouver des solutions, on trouvera des solutions. Mais il faut des gens qui y croient. Il faut des gens qui sont honnêtes, et dans l'éthique, et dans la pratique. Il y a des gens qui mettent le pays au-dessus de tout, mais qui ne transigent pas, et qui restent sur la vérité. On ne construit pas un pays sur le mensonge. On ne construit pas un pays par la fraude, parce que ça vous rattrape toujours. C'est pour ça que je reste sur des positions claires et je sais que ce que je dis, je peux le défendre. Je sais ce que je dis, ce n'est pas du mensonge. Et tout ce que je dis, je peux vous le prouver. Qu'il y ait la fraude aux élections présidentielles, je peux le prouver. Qu'il y ait des manigances, je peux le prouver. Que ma bonne foi ne peut pas être mise en cause, je peux le prouver. C'est pour ça que je n'ai pas d'inquiétude qu'un jour, on pourra sortir le Mali par le haut. Parce que nous allons lutter contre la corruption. Nous allons lutter contre le népotisme. Nous allons lutter contre le mensonge. Et nous allons faire en sorte que rétablir les institutions dans leur bon droit. Faire en sorte que les élections soient claires, transparentes et qu'elles soient surtout des élections crédibles. C'est comme ça que le Mali va retrouver ce qu'il a toujours été. Un pays de rencontres, un pays d'histoire, un pays de culture, un pays de fierté. Parce que tout simplement, nous sommes fiers de notre histoire. Nous sommes fiers des empires qui nous ont fait et nous pouvons nous adosser sur notre passé pour voir un avenir meilleur. Et je suis convaincu, pour finir, que les jeunes Maliens, ceux que je vois avec moi, ceux qui manifestent, ceux qui ont refusé la dernière fois la Constitution, qui ont sorti 1 500 000 personnes à la rue, qui n'ont fait aucune violence, sont capables de changer ce pays et de l'amener vers quelque chose de positif et on y arrivera, Inch'Allah. Chers internautes de Seneweb, cette interview tire à sa fin. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'échanger avec M. Soumaïla Cissé, président du parti URD, candidat à l'élection présidentielle du Mali, ancien président de la commission de l'UEMOA. Soumaïla Cissé, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous et de nous avoir accordé cet entretien-là.